Comme tu le sais, les limites élastiques en traction et en compression d'un matériau non écrouillé sont opposées. Tu vois que la zone entre σ0 et moins σ0 correspond au domaine élastique. On modélise cela en utilisant une fonction seuil, f de sigma, qui est égale à la valeur absolue de la contrainte moins la limite élastique. Tu constates que lorsque f égale 0, on plastifie. Dans le domaine élastique, f est négative. Cette fonction seuil nous permet de savoir quand il y a écoulement plastique. L'écoulement plastique se caractérise par la vitesse de déformation plastique epsilon.p. Elle est égale à p fois n, où n est la direction d'écoulement. Dans le cas uniaxial, n égale 1 en traction et moins 1 en compression. P est la déformation plastique cumulée, qui est une grandeur positive qui ne peut que augmenter. Tu observes maintenant la loi d'écoulement permettant de modéliser l'écoulement plastique. Elle dit que lorsque f est négative, la déformation plastique cumulée reste constante. Et que lorsque f égale 0, la vitesse de déformation plastique est égale à p fois n. Je vais te présenter maintenant la différence entre la déformation plastique epsilon p et la déformation plastique cumulée p. Tu observes sur la gauche la courbe de traction d'un essai charge-décharge. Sur la droite, tu pourras voir les évolutions de epsilon p et de p. Au début de l'essai, on est dans le domaine élastique. La déformation plastique et la déformation plastique cumulée restent nulles. Lorsque l'on dépasse la limite élastique, la déformation plastique augmente. La déformation plastique cumulée suit exactement la même évolution. Lorsqu'on décharge, on retombe dans le domaine élastique. Epsilon p et p restent constants. Lorsqu'on arrive à la limite de plasticité en compression, sigma c, tu observes la diminution de la déformation plastique. Tu vois maintenant une différence entre P et epsilon P, car contrairement à la déformation plastique, P continue à augmenter. Comme je te l'ai déjà dit, P ne peut que augmenter. La déformation plastique cumulée permet de modéliser l'historique de chargement. C'est elle qu'on utilise pour modéliser l'écrouissage. Dans le cas de l'écrouissage isotrope, tu vois qu'on fait varier sigma 0 en fonction de P. Dans le cas de l'écrouissage cinématique, tu vois apparaître la grandeur X dépendant de P dans la valeur absolue. Maintenant, tu réalises qu'on a rajouté une variable P dans la définition de la fonction seuil. C'est le prix à payer pour modéliser l'écrouissage. Dans le cas d'une sollicitation complexe, tu penses bien qu'il faut étendre le concept de fonction seuil. Pour étudier des sollicitations complexes, comme tu le sais, on peut réaliser des essais de traction-torsion ou des essais de biais-tirage. Dans le cas de la traction-torsion, on représente ici la limite élastique dans le plan contrainte de traction sigma scission tau par un rond blanc pour différentes combinaisons de chargements. On peut définir une courbe qui délimite le domaine élastique. Cette courbe s'appelle la surface de charge. La pratique a montré que la surface de charge définie par la fonction seuil de von Mises reproduit bien les résultats expérimentaux. Tu retrouves dans cette fonction seuil la contrainte équivalente de von Mises, sigma ec, et la limite élastique R0. La surface de charge est définie par l'équation F Mises égale 0. Tu vois qu'elle forme une ellipse dans le plan sigma tau. Tu vois aussi que le domaine élastique se trouve bien à l'intérieur de l'ellipse. Ici, tu peux observer l'effet de l'écrouissage isotrope sur la surface de charge. Tu constates que la surface de charge grandit en gardant la même forme, et sans que son centre ne se déplace. L'écrouissage cinématique peut produire deux effets. Le premier, c'est le déplacement du centre de la surface de charge. Le deuxième, c'est la déformation de la surface de charge. Dans cette vidéo, tu as vu la notion de fonction seuil et de loi d'écoulement, qui permettent de modéliser l'écoulement plastique. Tu peux voir ici son expression dans le cas où l'on a à la fois de l'écrouissage isotrope, car R dépend de P, et de l'écrouissage cinématique, car il y a X dans la valeur absolue. Tu as vu également la notion de déformation plastique cumulée, P, qui permet de modéliser l'historique du matériau. En plus d'être indispensable à la modélisation de l'écrouissage, P peut être utile pour définir des critères de fatigue par exemple. Tu as appris également que la notion de fonction seuil pouvait être étendue en introduisant une contrainte équivalente. Dans le cas des métaux isotropes, la contrainte équivalente de von Mises est la plus utilisée. Je finirai en ajoutant un fait d'une importance capitale dans la pratique, c'est que l'écoulement plastique se fait à volume constant.